symboliques bien sûr, mais des violences quand même. Le chef de l'État engage une monarchie jupitérienne qui est tout à fait particulière, puisque on nous dit, je ne sais pas si c'est confirmé, pardon, j'ai peut-être raté un épisode, qu'il s'exprimerait devant le Congrès du Parlement lundi, c'est-à-dire la veille du jour où le Premier ministre lui-même s'exprimera. On en déduit que le discours du Premier ministre, du coup, perd beaucoup de son intérêt et de sa substance, puisque le Président se sera prononcé la veille. Mais c'est un acte d'une force tout à fait incroyable qui concentre sur la personne du Président la totalité des pouvoirs. Et comme vous le savez, même si on a beaucoup à dire, nous, et on a beaucoup à dire contre la Constitution de la Ve République, il n'empêche que le rôle du Premier ministre dans le texte de la Constitution, ce n'est pas celui d'un exécutant. Il dirige la politique de la nation. Ensuite, nous allons commencer une session parlementaire marquée par les coups de force, d'abord contre le Code du travail, et nous voulons dire, maintenir, répéter notre opposition autant à la méthode qu'au fond. Quant au fond, vous en avez déjà été saisi à plusieurs reprises. Renverser la hiérarchie des normes est un événement absolument hors du commun et par conséquent une véritable subversion de l'ordre public social. La prééminence de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche et la loi est un ordre hiérarchique des normes qui détruit des dizaines d'acquis sociaux, menace d'en détruire d'autres dizaines. Mais par exemple, tout à l'heure, j'entendais s'exprimer la représentante de l'UNEF sur la place là-bas des Invalides. On voit bien que pour tout ce qui concerne les rapports entre un niveau de diplôme et un niveau de rémunération, qui normalement est inscrit dans une convention collective, tout ça part au fossé si les accords se nouent dorénavant dans l'entreprise. Et que l'accord de branche, qui incluait ce rapport entre salaire et qualification, est rompu. Bref, 18 millions de personnes vont voir leurs conditions sociales subverties. Et dans la même mandature, la même législature, la même session, pardon, excusez-moi, l'état d'urgence serait transposé dans le droit commun. Je ne prends que ces deux exemples, parce qu'il y a deux autres lois qui vont venir, mais ces deux-là constituent deux transformations assez radicales, dans un cas de l'ordre public social, dans l'autre cas des libertés publiques. Ce sont donc des événements de première grandeur qui vont se dérouler sous l'empire de la force et de la rapidité, de l'absence de possibilité d'amender. Voilà. Donc le groupe commence son travail. Nous croyons savoir que nous sommes 8 groupes. Néanmoins, nous considérons que nous serons sans doute le seul groupe à voter tous ses membres, contre la confiance au gouvernement. Par conséquent, nous considérons que nous sommes évidemment un groupe dans l'opposition. Notre déclaration de groupe est déposée tout à l'heure. Nous sommes en train de peaufiner les dernières lignes. Et cette situation sera sans doute singulière, puisque, à notre connaissance, nous ne connaissons pas d'autres groupes dont tous les membres voteront dans l'opposition, sauf peut-être les Républicains. On a un doute sur la question. Dans cette hypothèse, étant le groupe d'opposition, nous réclamons la présidence de la Commission des finances, puisqu'il est accepté que l'opposition dirige la Commission des finances. Viens, Daniel, viens. Voilà, nous sommes presque au complet. Il me manque les députés du Nord, dont un qui paye pour moi au resto. Voilà. Voilà, c'est l'essentiel. Après, pour ce qui est de l'anecdote significative, comme vous le savez, nous rejetons l'imposition des codes vestimentaires qui nous sont imposés, qui ne sont dans aucun règlement intérieur, et nous les rejetons pas seulement parce que nous aurions une prévention particulière contre la cravate, nous n'en avons aucune. Parmi nous, certains la portent, d'autres ne la portent pas, mais nous ne supportons pas qu'on nous indique de quelle manière il serait bienséant de se vêtir. Nous nous sommes vêtus toute notre vie de manière bienséante et nous continuons à le faire avec ou sans cravate. Mais notre critique n'est pas limitée au code vestimentaire imposé aux hommes. Elle est également, elle s'étend et peut-être même elle commence
par la critique du code vestimentaire que le droit coutumier de cette étrange assemblée prétend imposer aux femmes, hein, avec des détails qui manifestent assez le type d'obsession et de névrose qu'avaient les rédacteurs d'un tel code coutumier. Voilà, à propos de la longueur des jupes et des robes, et ainsi de suite, pour ne pas entrer dans des détails supplémentaires. Donc nous nous présenterons sans cravate. Il y a eu dans cette assemblée autrefois des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates, avec ou sans la cravate. C'est une tradition très ancienne de notre mouvement. Le premier député élu à gauche, donc c'était un socialiste, le maire de Commentry, est venu avec une blouse et naturellement il a été rejeté, lui et sa blouse. On l'a contraint à porter le vêtement qui à l'époque était le code. Ah, voici les députés du Nord. Un de chaque côté, si vous voulez bien. Voilà. Voici l'Ariège. Il nous en manque encore une de la. Elle arrive, la voici, Bénédicte. Cette fois-ci, nous sommes au complet. Les grands derrière, les petits devant. Hein. Bien, Bénédicte. Mets-toi par là, là, il y a une case libre. Bon. Voilà, le rappel de nos illustres prédécesseurs nous donne le courage d'affronter le défi que nous allons poser à ce code vestimentaire. Pour ceux qui aiment remonter encore plus dans le temps, vous apprendrez que les députés du tiers ont refusé, au bout de 2 séances, de porter la tenue austère qui leur avait été imposée, de manière à ce qu'ils paraissent dans leur humilité. Voilà, c'est ce que nous ferons tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Nous avons nos travaux de groupe. On va pourvoir à la constitution de notre bureau de groupe, mais tout ça est de médiocre intérêt à cette heure. Nous nous préparons pour une bataille de longue durée cet été. Le gouvernement et le président de la République doivent savoir que nous avons un avis, et même plusieurs. Non seulement plusieurs parce que nous sommes 17, ce qui veut dire qu'il y a 17 avis, mais que chacun d'entre nous en a plusieurs sur le même sujet. Raison pour laquelle, article par article de la loi, nous discuterons tout et que pas un mètre de terrain ne sera abandonné concernant le Code du travail. Tout sera tenu, chaque position sera tenue depuis la tranchée de la France insoumise. Voilà. Et de même pour les lois qui suivront, mais celle-là est de loin celle qui retient le plus l'attention. C'est la raison pour laquelle le groupe La France insoumise a fait sa rentrée, son entrée dans la session parlementaire, dans la rue. Et de la rue, nous venons tout droit et nous y retournerons à la première occasion. Voilà, je vous en prie. Monsieur, allez-y. Monsieur Le Pen, qui est arrivé, a indiqué qu'il avait l'intention de se rémunérer au salaire minimum. Est-ce que d'autres personnes dans ce groupe ont l'intention de faire la même chose? Est-ce que vous avez l'intention de faire la même chose? Moi, non, mais je vais consulter le groupe et à la prochaine rencontre de presse, je vous le dirai. D'une manière générale, chacun n'en fait qu'à sa tête. Est-ce qu'on peut demander à M. Le Pen pourquoi il a pris cette décision? Moi, j'ai déjà expliqué. Pardon, Bien, bien. Bon, moi, c'est un engagement que j'ai pris devant mes électeurs à partir du mois de décembre. Il se trouve qu'il ressort aujourd'hui parce que de manière, je trouve que ça y est, je suis à l'Assemblée, quoi. Moi, je l'ai fait en décembre, d'abord parce que c'était pas naturel pour moi d'entrer en politique et d'être candidat, d'avoir ma photo sur les murs et tout ça. Et donc, je voulais indiquer quelles seraient les ruptures claires. Donc, il y avait le mandat révocable, il y avait la gestion des réserves parlementaires par un jury populaire, et il y avait le fait de me mettre au SMIC. Honnêtement, j'aurais mieux fait de dire salaire moyen ou salaire médian. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, salaire médian, il va falloir expliquer aux gens ce que c'est le truc médian, quoi. Et donc, la deuxième raison, c'est que je me présente dans une circonscription qui est extrêmement populaire, où il y a plein de gens qui sont même pas à ce SMIC. Et c'est une manière de se faire ouvrir une porte quand on va vous l'acheter en vous disant vous êtes tous pareils, vous faites ça pour la place ou pour le pognon, et de dire bah voilà, en fait non, moi je fais pas ça pour le pognon, la preuve c'est que je vais me payer au SMIC. Et là il y a une oreille qui s'ouvre et qui permet de enfin parler politique, parce que ça c'est pas de la politique. Mais ensuite derrière on peut éventuellement parler de fiscalité, parler de travail, parler de tout ça. Donc je l'ai fait et à aucun moment je n'ai demandé aux autres députés d'en faire de même. Je m'en fous. Même il y a une pétition qui a été lancée par mes camarades de Fakir, parce que Fakir c'est pas moi, qui demandait aux députés de se mettre au salaire médian. Je leur ai dit que pour moi c'était pas un projet politique et que en tout cas je ne signerais pas cette pétition. Donc je demande pas à mes camarades ni de la France insoumise. Je vois pas par ailleurs pourquoi les insoumis seraient davantage soumis
à cette demande-là que ne le sont les marcheurs ou les républicains. Mais voilà, pour moi, c'est une anecdote de la même manière que, enfin, voilà, on est là de l'ordre de l'anecdote, et alors que je vous assure que moi, pour les gens de ma circonscription, qui sont dans les emplois de service, d'auxiliaires de vie sociale, d'assistantes maternelles, de vigiles, et ainsi de suite, j'ai plein d'autres propositions, j'ai plein d'autres choses beaucoup plus importantes à vous dire, et qui concernent là, pour le coup, des millions de Français. Et je sais que si je suis ici, c'est pour les défendre eux, et pas pour aller... voilà. Et aujourd'hui, il faut se demander comment on va mettre tout le monde vers le haut et mettre tout le monde en première classe, plutôt que de se demander s'il faut faire descendre du monde du train ou se mettre en seconde classe, quoi. Voilà. Je vous remercie. Et on exige tous une remontée du SMIC très Oui, notable. c'est ce que j'ai dit tout de suite quand je présentais ça aux gens. Je disais, moi, je me mets au SMIC, mais je demande à ce que le SMIC il soit à 1 500 €. Voilà. Donc, voilà. Bon, ceci dit, j'ai le train gratuit, je suis content, quoi. C'est bien. Je te l'ai pas dit. Oui, moi je l'aurais vu ici. Attendez. Oui, oui, sûrement. Bon, une autre question? Ben, je vous ai répondu. On va travailler, oui. Voilà, très bonne idée. Oui, eh ben, oui, très bien. On va le faire. Voilà. Bon. Je sais pas. Je ne sais pas vous dire. On a eu une rencontre très agréable. Voilà, point de presse des députés. Ils sont 17 de la France insoumise, des députés qui ont porté à leur présidence Jean-Luc Mélenchon, que l'on a pu écouter il y a quelques instants, ainsi que François Ruffin et Hortense. On va continuer à parler politique, puisque dans une demi-heure maintenant à peu près, il y a un moment fort de la législature qui va débuter. On va élire le président de l'Assemblée nationale. En plateau avec nous pour en parler, Frédéric Delpech du service politique.